Alors pour moi, la protohistoire, c'est le temps des villages et des agriculteurs. Donc je pense que dans l'histoire de l'humanité, il y a grosso modo trois parties. Le monde des chasseurs-cueilleurs, c'est le monde du paléolithique et du mésolithique. Le monde des premiers villages et des premiers paysans, c'est le monde du néolithique et des âges dits des métaux, âge du bronze, âge du fer. Et puis le monde de l'écriture et en même temps des États, de la ville, des empires. Et évidemment, un État ne supprime pas l'autre. Il peut y avoir des chasseurs-cueilleurs jusqu'à aujourd'hui. Il y a des paysans qui évidemment vivent aujourd'hui, heureusement, parce que ce sont les campagnes qui nourrissent les villes. Et donc je pense que l'avènement de l'agriculture, c'est vraiment la grande césure. Et en même temps, c'est à partir de là que commence l'histoire rurale. Donc on ne peut pas scinder l'histoire rurale. Elle commence au néolithique et elle se poursuit aujourd'hui. Le néolithique se constitue au Proche-Orient, grosso modo entre 12 000, là c'est la sédentarisation, mais surtout entre 10 000 et 7 000 avant notre ère. Et à partir de là, progressivement, ces premiers paysans vont diffuser, vont avancer, vont gagner de l'espace et vont faire la conquête géographique de l'Europe. Il y a deux voies par lesquelles le néolithique se transmet à l'Europe. D'une part, la voie méditerranéenne, essentiellement par la navigation, mais pas seulement, et puis la voie continentale, essentiellement par l'Europe centrale et le bassin du Danube, avec arrivée évidemment jusqu'au bassin parisien ou à l'embouchure du Rhin. Ils sont partis grosso modo du Proche-Orient autour de 7000 avant notre ère, et ils arrivent ici autour de 5500 avant notre ère. Ils ont donc mis 1500 ans, au moins 1000 ans pour traverser la Méditerranée. C'est-à-dire que cette conquête est une conquête de petits pas. Elle s'est faite progressivement. Et puis, elle ne s'est pas faite non plus d'une façon très régulière. De temps en temps, il y a des arrêts, il y a des pauses qui sont dus à des phénomènes que nous ne connaissons pas très bien, qui peuvent être culturels, climatiques, mais de temps en temps, il y a des arrêts. C'est le cas par exemple à l'ouest de la Grèce, où le néolithique jusque-là se stabilise et puis une autre culture se reforme et c'est celle-là qui arrivera jusque dans nos régions ici. Nous sommes ici au dolmen des Fades, c'est-à-dire des fées, l'Aifados en occitan, qui est le plus grand mégalithe du sud de la France, avec la grotte des Fées d'Arles, qui est un hypogée, c'est-à-dire une tombe creusée dans le roc, mais avec des tables essentiellement mégalithiques. Alors ici à Pépieux, comme dans le dolmen voisin de Saint-Eugène, nous avons affaire à un monument qui date de la seconde moitié du 4e millénaire, construit aux environs de 3500 avant notre ère. Et ce monument, comme celui de Saint-Eugène, sont des tombes collectives. C'est-à-dire c'était des lieux où, au fil des générations, on a enterré tout au long de la fin du néolithique et même au début de l'âge du bronze. Donc ce sont des monuments qui ont eu une très longue vie, dans la mesure où ils ont été en fonction, en usage pendant souvent plus d'un millénaire. Ces monuments, celui-ci, comme le dolmen voisin de Saint-Eugène, sont des monuments très allongés qui s'inscrivaient dans un grand tumulus circulaire. Et ces monuments sont découpés en trois parties, c'est-à-dire un long couloir et puis ensuite deux chambres mortuaires successives. Nous sommes ici dans la première chambre, n'est-ce pas, funéraire, qui présente l'avantage, elle, d'avoir conservé sa dalle de couverture, sa table de couverture, à la hauteur initiale, puisque nous avons ici des piliers d'origine qui ont été conservés. Cette chambre servait de lieu de dépôt des défunts et de leur mobilier, et puis ensuite par une seconde dalle hublot que vous avez ici, qui est brisée à peu près par moitié, mais il faut imaginer qu'elle se terminait en cercle dans la partie supérieure. On pouvait passer dans une seconde chambre mortuaire, qui était la cella terminale en quelque sorte, et nous avons ici la dalle de chevet qui marque la limite de la tombe. Tout ce monument était recouvert en quelque sorte par un tumulus qui lui servait de protection et de contrefort.
Alors ces grands monuments, Pépieux ou Saint-Eugène, ce sont des monuments très allongés qui sont caractéristiques de la fin du néolithique. Et on retrouve à peu près les mêmes monuments de l'autre côté des Pyrénées, en Catalogne. Donc vous avez ici une sorte de faciès funéraire Catalogne et Languedoc. Mais il y a de très grands monuments comme ceux-ci, également funéraires, qui sont caractéristiques de la même période. Vous avez les hypogées d'Arles, vous avez certaines allées couvertes de Sardaigne, vous avez des grands monuments également en Andalousie. Dans des monuments comme celui-ci ou le dolmen de Saint-Eugène, on trouve les mobiliers évidemment qui accompagnaient les défunts. Ces mobiliers recouvrent une tranche de temps très longue. On retrouve des poteries du néolithique final, on retrouve des poteries campaniformes de l'extrême fin du néolithique, on retrouve des poteries des débuts de l'âge du bronze, on retrouve également des lames de couteau en silex, des pointes de flèches, des poignards qui peuvent être des poignards de cuivre comme c'est le cas ici et comme c'est le cas à Saint-Eugène. On retrouve des parures en roches diverses, en coquillages, en métal. À Saint-Eugène, une perle en or. Il ne faut pas croire que ces mobiliers étaient des offrandes faites à la communauté des défunts. C'était presque toujours des mobiliers qui accompagnaient certains défunts particuliers. Mais tout cela est brassé au fil du temps dans un même magma d'os, si l'on peut dire, qui caractérise ces grandes tombes collectives. Des monuments comme Pépieux ou Saint-Eugène, en quelque sorte, étaient des monuments collectifs de diverses communautés qui étaient réparties alentour. Autour de Saint-Eugène, par exemple, j'ai pu repérer toute une série d'anciennes fermes néolithiques, et c'était certainement les habitants de ces fermes, dont certains étaient enterrés dans la tombe collective. Et cette tombe était en quelque sorte la tombe des ancêtres, la tombe des hommes et des femmes les plus méritants. Les mégalithes tels que ce que nous voyons ici sont construits très souvent sur des collines, notamment les plus grandes d'entre eux, et notamment le dolmen de Pépieux. Et puis, il faut penser que le paysage tout autour était un paysage pour partie anthropisé, c'est-à-dire gagné à la culture ou transformé en pré, en prairie pour les animaux d'élevage, bien entendu. Donc, on avait un paysage tout autour qui était un paysage où travaillaient les paysans néolithiques, et puis il y avait sur la colline le tombeau des ancêtres qui était le tombeau vénéré et qu'ils avaient visuellement sous le nez en permanence. On ne peut pas étudier le néolithique si on n'étudie pas le paysage. Pourquoi? Parce que étudier simplement le néolithique à partir des habitats ou à partir des nécropoles, c'est ne voir qu'une petite partie du problème. En effet, les néolithiques, ce sont des paysans. Et pour cela, n'est-ce pas, ils ont besoin de champs, ils ont besoin de prairies pour leurs troupeaux, donc ils brûlent la forêt en quelque sorte pour se créer des clairières, pour pouvoir cultiver, pour pouvoir élever leurs animaux. Donc, si on ne connaît pas le paysage, qui est le lieu où ils travaillent, le lieu qui les nourrit, nous n'avons qu'une petite vision de ce qu'était le néolithique. C'est pourquoi l'étude du paysage, c'est-à-dire l'action de l'homme sur la nature, est absolument capitale dans l'étude du néolithique et des périodes qui ont suivi, bien entendu. Pendant longtemps, on a cru que le néolithique, qui était le moment où l'homme, en travaillant, capitalisait, c'est-à-dire créait des richesses, était le moment où la guerre apparaissait. Mais en fait, par la suite, on s'est rendu compte que déjà, les cultures de la fin du Paléolithique supérieur, au moins, se battaient. On a des exemples au Soudan, au Kenya, où on a des communautés qui ont été décimées par d'autres. Donc, le vol du bien d'autrui, c'est-à-dire une vision un peu matérialiste des choses, n'est pas la seule condition qui peut amener à la guerre. Déjà, donc, les chasseurs-cueilleurs pouvaient se battre. Mais évidemment, avec le néolithique, la guerre a pris de plus en plus de poids, de plus en plus d'importance. Et même vers la fin du néolithique, on peut voir que
Dans l'équipement des tombes, dans l'équipement funéraire des gens qui sont enterrés, des hommes essentiellement, ou sur les statues menhirs, les mâles, les hommes, sont toujours représentés avec des armes. Donc il y a une idéologie du guerrier qui se construit au néolithique, alors même qu'il n'existe pas encore d'armée de métier. Déjà, dès le néolithique, il y a une idéologie du mâle armé. On voit progressivement les inégalités se développer au cours du néolithique, parfois rapidement, parfois plus lentement. Parfois il y a des pics. Par exemple, on a en Bretagne, dans le courant du 5e millénaire, on a des personnages très importants qui ont été enterrés sous de très grands tumulus. Et ces gens-là ont été à même, ou leurs proches, de faire venir pour eux, par exemple, de très belles haches polies dont l'origine est alpine, ou des colliers de varicite dont l'origine est andalouse, donc des gens qui sont capables de drainer pour eux des richesses de l'époque. Mais à la même époque, dans notre région, par exemple dans le Midi, ce type de hiérarchie sociale n'existe pas. Et puis on voit d'autres types de hiérarchies aussi se développer dans le courant du néolithique. Par exemple, dans un monument comme celui-ci, nous ne pouvons pas réellement faire la différence dans ces tombes collectives entre le statut de l'un ou le statut de l'autre. Mais nous savons qu'on a enterré des gens avec des équipements plus riches, ayant une plus grande valeur sociale que d'autres. Donc la hiérarchie est difficile à déceler. Par contre, à la même époque, dans le sud de la péninsule ibérique, nous avons dans certains monuments des logettes dans lesquelles sont enterrés des personnages, souvent un seul individu d'ailleurs, avec des mobiliers absolument extraordinaires, avec notamment des objets d'ivoire, un ivoire qui vient soit d'Afrique, soit d'Asie. Donc vous voyez comment les dominants de l'époque se font souvent enterrer avec des marqueurs sociaux, des objets de qualité qui n'ont aucune valeur au niveau utilitaire, mais qui sont les marques en quelque sorte, la matérialité de leur pouvoir social. Lors du néolithique final, on a essentiellement affaire à des sépultures collectives. Bien sûr, dans ces tombes, il y a des gens de statuts différents, mais en mêlant leur corps dans la mort, on annihile d'une certaine façon la hiérarchie sociale qui pouvait exister dans la vie. Ces gens sont liés par des liens de parenté, ce sont des familles, ce sont des lignages, et donc il y a une sorte d'homogénéisation dans la mort, de collectivisation qui se produit. Avec le campaniforme qui apparaît vers la fin des temps néolithiques, vers 2500 avant notre ère, ça n'est pas la même chose, parce qu'on voit en révolte en quelque sorte contre ces liens de parenté, ce sens de la communauté, de la cohésion collective, on voit se développer des gens qui s'affirment et qui ont davantage le culte de leur personnalité, si vous voulez, un meilleur individualisme. Et cet individualisme s'affiche contre l'esprit collectif qui était l'esprit traditionnel de la fin du néolithique. Donc le campaniforme, quelque part, assume une certaine révolution sociale qui d'ailleurs va entraîner petit à petit le déclin et puis la disparition des dernières cultures néolithiques. Les statues menhirs, c'est la plus ancienne statuaire européenne. Ce sont donc les premières statues qui représentent des hommes ou des femmes. Ça peut être des ancêtres, c'est-à-dire des chefs de lignée, ça peut être des héros, des représentations de personnages qui ont joué un rôle dans la communauté, ça peut être de simples dominants, n'est-ce pas? Et alors, ces statues sont soit masculines, soit féminines. Les statues masculines, on les reconnaît parce qu'elles portent des armes, c'est souvent un simple poignard, mais ça peut être aussi un arc avec sa flèche, ça peut être une hache. Et les femmes sont représentées essentiellement par des parures, des colliers, et elles présentent leur sein aussi, leur poitrine. Donc vous voyez déjà la différence. Les hommes ont des armes. Autrement dit, ils sont dans la chasse, ils sont dans la guerre, ils sont dans le mouvement, n'est-ce pas? Les femmes sont, avec la parure, dans la séduction, mais elles sont aussi dans l'anatomique, le biologique,
le naturel. Donc vous avez un codage des sexes et des genres, plus exactement, qui sont très bien marqués dans ces représentations des statues menhirs. Et en même temps, ça nous en dit long, d'une certaine façon, sur la façon dont les sexes se situaient, étaient définis les uns par rapport aux autres à ce moment-là. Les femmes, d'abord, sont exclues des armes. Donc, elles sont exclues d'objets qui donnent du prestige. Elles sont plutôt dans le gynécée, dans le domestique. Il y a de la domination masculine qui apparaît à travers ça. Cette domination masculine, on la retrouve en quelque sorte à travers les études génétiques qui sont menées dans certaines régions, sur certaines tombes de cette époque-là, la fin du néolithique. C'est-à-dire qu'on voit que les hommes d'une nécropole restent dans la même région de père en fils. Donc ils se succèdent, si je puis dire, généalogiquement les uns aux autres, alors que les femmes souvent viennent de l'extérieur. Donc vous voyez la puissance du masculin qui s'autorise la permanence, alors que les femmes viennent d'ailleurs et elles sont en quelque sorte acculturées, d'une certaine façon, dans les lieux où les hommes les amènent, voire les contraignent à vivre. La protohistoire éclaire notre temps, tout simplement parce que les problèmes qui se sont posés à la société pendant la protohistoire sont exactement les mêmes que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons des problèmes climatiques, mais vers 2300-2200 avant notre ère, des civilisations entières de la Méditerranée ont souffert d'aridité. L'eau a baissé dans les nappes phréatiques, on n'a pas eu assez d'eau pour abreuver les bêtes, pour faire fonctionner la société, les dirigeants ont perdu toute légitimité et ces civilisations ont disparu. Nous avons des problèmes sociaux, mais des problèmes sociaux, il y en avait également à l'époque. Certaines statues menhirs qui représentaient les ancêtres ou les dominants de certains clans ont été abattues à un moment donné parce qu'en même temps, on voulait délégitimer la place qu'occupait tel clan dans la société. On pourrait multiplier les exemples. Nous avons des guerres, il y en avait des guerres à l'époque. Nous avons des problèmes d'idéologie, on pense différemment pour transformer la société. Mais les campaniformes, par exemple, c'est une révolution sociale qui s'est manifestée contre une certaine tradition qui mettait la collectivité au-dessus de l'individu. Donc vous avez toute une série de problèmes que nous connaissons aujourd'hui, mais qui sont des problèmes qui étaient tout à fait présents, n'est-ce pas, dans les sociétés du néolithique, de la protohistoire en général.